Merci de votre fidélité à FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Ici, nous recevons des acteurs politiques, toutes mouvances confondues. Nous donnons également la parole aux citoyens sur les préoccupations du moment. Avec moi dans cette émission, Idrissa Assompare. Bonsoir Idrissa. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir à vous, Mbani Sidibé. Bonsoir à Aliou, bonsoir à tous les auditeurs. Ce soir encore, on est ensemble et surtout avec Assompare. J'espère que ça ne sera pas comme à la dernière fois. On va quand même se contrôler dans cette émission. Voilà, du côté de la technique, Benjamin Guilavogui et Ibrahim Assila, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. Si vous nous suivez via notre plateforme numérique, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de FIM Guinée et nous allons lire vos réactions en direct dans cette émission. À la une politique, bien qu'aucune déclaration officielle n'a encore été faite par le gouvernement, la nouvelle relative au transfert d'Alpha Condé à Dixine Landrea dans la résidence de son épouse Haja Diéné Kaba Condé enfle la toile. On apprend même que l'ancienne première dame est sur le point de rejoindre Conakry en provenance de Paris. Vu le dispositif sécuritaire aux alentours de la résidence, tout porte à croire que l'ancien chef d'État s'y trouve. Qu'est-ce qui pourrait expliquer les conditionnalités de son transfert? Le colonel Mamadi Doumbouya a-t-il entendu l'appel de la CEDEAO ou celui des caciques de l'ancien parti au pouvoir qui réclamait la libération de leur champion? Eh bien, si il s'avère qu'il a été transféré, est-ce que cela pourrait changer la donne, en tout cas au sein de cette formation politique? Je parle bien sûr du RPG Arc-en-Ciel. On pose le débat dans cette émission. Une transition à la FEGIFOOT. La FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation au sein de la Fédération guinéenne de football qui traverse une crise institutionnelle depuis le mois de mai dernier. Quel rôle ce Connor va jouer? Pourra-t-il mettre fin de façon définitive à cette crise institutionnelle? C'est entre autres questions que nous posons dans cette émission. Affaire dite détournement de plus d'1 milliard de francs guinéens à la mairie de Matam. Les conseillers de cette mairie se sont réunis ce lundi pour discuter sur comment ce montant a été utilisé. Toutes les personnes concernées par ce dossier ont pris part à la rencontre. Une fumée blanche s'est-elle dégagée de cette rencontre? On tentera de le savoir avec M. Youssouf Kamara. Il est conseiller à la mairie de Matam. Une Guinéenne détenue en ce moment en prison en Turquie. Elle est accusée par un monsieur, un Turc, de vol d'argent. Cet accusateur serait son fiancé. Il l'aurait fait voyager en Turquie dans l'espoir de l'épouser, mais cette promesse n'a pas été respectée par ce monsieur. Alors, on va parler de ce sujet avec notre invité dans Abaton Rompu. Il s'agit de docteur Condé Sekouba. Il est président de l'association d'entraide et de solidarité aux migrants. Il est en Turquie, donc il ne s'en fout pas. On vous donnera également, vous auditeurs, la possibilité de vous exprimer sur la mise en place de ce comité de normalisation pour gérer le football guinéen. Place à présent à la une politique. La une politique, un dispositif, il faut le préciser, après le 5 ou depuis le 5 septembre, on n'avait pas vu un dispositif sécuritaire aux alentours de la résidence de l'ancienne première dame Hadja Diéné Kaba, mais depuis ce matin, les images, en tout cas qui circulent, nous montrent qu'il y a en ce moment un dispositif sécuritaire aux alentours de cette résidence. Et on nous apprend également que l'ancien président Alpha Condé a été transféré de ce côté. Pour l'instant, je l'ai dit à l'entame, qu'aucune déclaration officielle n'a été faite par le gouvernement. On reste scotché sur les lèvres du nouveau porte-parole du gouvernement, monsieur Ousmane Gawal Diallo. Sans doute le soir, on aura dans l'explication
spéculation autour de ce transfert. Mais je commence par vous, Bani. Vous avez sans doute eu vent de cette nouvelle. Est-ce que vous croyez que c'est possible que M. Alpha Condé soit en ce moment à la résidence de son épouse? Oui, Aliou, tout porte à croire, hein, même si pour le moment, le gouvernement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, n'a pas confirmé cette affirmation. Pour ceux qui connaissent cette route en passant par la Corniche, c'est-à-dire quand vous prenez le domicile de Cellou Dalein Diallo jusqu'à aller vers l'Andrea, vous voyez juste à votre droite le domicile de l'ancienne première dame de la République, Adja Diéné Kaba Condé. Et d'habitude, cette route qui était très fluide, mais déjà, depuis hier nuit, vous avez compris que les réseaux sociaux avaient commencé à s'enflammer, les rumeurs couraient. Il y a beaucoup qui croyaient que l'ancien président, Alpha Condé, devait rejoindre son domicile de Kipé, d'ailleurs, hein, qui était en rénovation. Il fallait, il faut rappeler. Mais alors, le matin, tout le monde a été pris de court et finalement, on a appris que c'était l'Andrea, son point de chute finalement. Donc, effectivement, ce matin, moi, je me suis rendu de ce côté, mais à quelques mètres, vous observez un véritable changement de ce côté. Vous Je rappelle que c'est vous... depuis bien avant depuis le 5, on ne voyait plus des agents parce que je rappelle, avant la chute du régime, il y avait quand même un dispositif sécuritaire de ce côté. Oui, mais depuis la chute du régime, on ne voyait plus ce même dispositif. Donc le fait de voir un nouveau dispositif, ça nous amène à dire forcément qu'il y a quand même quelqu'un d'important. Non, comme je l'ai dit dans mon papier, peut-être pour ce journal de midi, les usagers, les passants qui étaient là, vous voyez tout de suite la zone est carrément déserte. Il y avait par le passé un attroupement de ce côté, mais quand vous passez tout de suite à quelques mètres, vous observez tout de suite un changement. Vous avez à l'entrée de ce domicile, hein, deux véhicules blindés, voilà, des forces spéciales. Et vous avez également des pick-up de la gendarmerie. Vous avez une unité mixte force spéciale gendarmerie-police qui sont lourdement armés. Voilà, ils sont lourdement armés. L'entrée est complètement filtrée parce que de passage, j'ai observé qu'il y avait une voiture Prado de couleur blanche qui était arrêtée justement devant cette véhicule et tout de suite j'ai vu des militaires venir barrer la voiture et demander ce qu'ils faisaient. Alors les attroupements, les regroupements, j'ai vu des militaires qui veillaient quand même au grain. Alors tout de suite, vous comprendrez combien de fois qu'on peut accorder vraiment crédit à ce qui a été dit par rapport il faut en tout cas à ce changement. Il faut attendre. Oui. Donc, et surtout, je rajoute surtout ce déplacement annoncé de l'ancienne première dame, Adja Diéné Kaba. On apprend qu'elle rentre du pays et qu'elle rentre au pays. Donc tout ça réuni, comme vous l'avez dit, nous amène à dire que forcément il y a quand même quelque chose du côté de l'Andrea, à moins que ça soit une diversion aussi. Non, pas forcément. Vous savez, on a vu sur les sites, effectivement, Média Guinée, qui a annoncé l'arrivée de l'ancienne première dame, Adja Diéné Kaba Condé, d'ailleurs, qui était absente du pays. Et puis, après, il y a eu coup d'État, elle est restée en France. Il y a eu des spéculations la concernant, qu'elle aurait eu des problèmes du côté de la France. Donc, après, il y a eu coup d'État. Mais aujourd'hui, on annonce effectivement son arrivée, qu'on va forcément vérifier. Mais n'oubliez pas également que le CNRD aujourd'hui a sous ses bottes et sous son dos la CEDEAO. La CEDEAO qui a dans sa ligne de mire justement la junte militaire. Vous savez, aujourd'hui, le dialogue est carrément rompu entre depuis cette première sortie cinglante, il faut rappeler comme ça, qui quand même a recusé carrément l'idée de tout dialogue et de l'envoi de tout émissaire justement en Guinée, où le colonel, le chef de la junte militaire justement a dit que la Guinée n'était pas en crise, on n'en avait pas besoin. Et vous vous souviendrez également, il avait été interpellé sur le cas Alpha Condé. Il a dit que l'ancien chef de l'État bénéficiera de tous les traitements dus aujourd'hui à son rang. Et il a été plusieurs fois interpellé. Et n'oubliez pas que la CEDEAO va bientôt se réunir, je crois, ça va être le 12 décembre. Et la question de la Guinée sera obligatoirement abordée. Alors, la grosse question que bon nombre de personnes se posent aujourd'hui, est-ce que le
le CNRD est en train de faire les yeux doux à la CEDEAO avec ce déplacement, ou le CNRD est en train de faire de la diversion. Dans l'un ou l'autre, la CEDEAO a exigé la libération sans condition de l'ancien chef d'État. Peut-être que c'est à lui de voir s'il va rester ici ou bien s'il va sortir du pays, mais il faut rappeler également qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un ancien président qui, à l'air libre, pourrait être très dangereux. Ah bien. Oui. Mais bien sûr, vous savez ce qui s'est passé. On connaît le président Condé, quand il était opposant, de quoi il était capable. Oui. Et aujourd'hui, après 11 ans sa libération peut-être. Bien sûr, attention. Peut-être. Bien sûr, on l'espère pas. Sûr, voilà. Alors, on va à présent donner la parole à Idrissa Somparé. Il va nous dire ce qu'il pense de toutes ces... Moi, je considère ça pour l'instant rumeur parce qu'il faudrait écouter d'abord les autorités pour, en tout cas, considérer cette nouvelle comme la bonne. Vous, comment vous avez... Parce que c'est l'actualité aujourd'hui, transfèrement de l'ancien président du palais Montbel 5 vers l'Andrea. Moi, j'ai vu une de ces photos qui circule. Je ne sais pas si c'est une photo qui date d'aujourd'hui ou... En tout cas, c'est l'actualité du jour. Effectivement, c'est l'actualité du jour. Quand on sait que c'est déjà une information pour l'instant qui n'a pas été confirmée, officialisée, il y a de quoi avoir un peu de prudence dans l'analyse. Mais si c'était le cas, puisqu'on va se mettre dans cette posture, si c'est le cas, on va dire que les lignes sont en train de bouger justement parce que beaucoup ont réclamé la forme par rapport à cette détention. Parce qu'après le coup d'État, le CND même s'est donc évertué à saluer le calme qui a marqué l'après-coup d'État, la sérénité qui a marqué le comportement des Guinéens, puisque l'activité a continué dès le lendemain de cet événement. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'on continue tout de même il faut le rappeler, mettre le président dessus dans une condition, dans une condition qui viole en quelque sorte aussi ses droits humains. Mais il est toujours dans les mêmes conditions. Bon, pour l'instant, je ne sais pas si à partir du moment qu'il fait un déplacement, pour moi, c'est déjà il s'est déplacé pour parce aller que il est toujours en résidence là où il vient, c'était la résidence des ministres. Alors que là où il était avant, c'était pas la résidence des ministres. C'est que ça le problème, c'était... C'est une résidence de son épouse. Une résidence privée. Donc, à mon avis... Il rentre encore au pays, peut-être pour s'occuper de lui. À mon avis... Je pense que c'est beaucoup plus... C'est mieux que... Je ne vois pas... Moi, je ne vois pas par rapport à si déjà la base où il y avait quand même une partie de forces spéciales là, gardait le président sous l'œil, sur un regard assez pointu. Je crois que à ce niveau, vu que la situation est en train d'évoluer et que les rapports de force ont forcément rassuré les forces spéciales, il y a de quoi au moins qu'on desserre un peu en quelque sorte l'étau sur l'ex-président. Peut-être à mon avis, là où il va se retrouver, il y a beaucoup plus de possibilités de mouvement parce que c'est un espace plus large et au-delà c'est quand même une zone où il y a aussi, il faut rappeler, des voisins moins qui sont des ministres, qui peuvent être des ministres en quelque sorte. Moi je crois que tout cela c'est quand même un signal qui a été envoyé par le comité national de redressement et développement qui veut prouver, de rassemblement j'allais dire, qui veulent déjà envoyer ce signal au niveau de la CEDEAO pour dire que en quelque sorte nous sommes en train donc d'écouter le message qui est venu de ce côté. Et puis voilà, le président est quand même dans une villa qui est réservée aux ministres. Et puis au-delà de tout cela, ça peut forcément aussi atténuer un peu faire bouger les lignes, cette tension, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Alpha Condé a quand même aussi des gens des partisans qui sont encore dans son esprit. Cette réclamation des classiques qui disaient, qui en tout cas souhaitaient à ce que leur champion soit libéré. Puisque voilà, maintenant il s'agira de s'interroger désormais quelles vont être les marges de manœuvre pour le président. Est-ce qu'il aura donc la possibilité de recevoir des visites? Est-ce qu'il aura la possibilité également donc d'effectuer des voyages, des déplacements, à Conakry, ou de sortir, d'avoir un peu de mouvement par rapport aux sorties? Tout cela, ce sont des questions qui vont peut-être nous amener à savoir que l'étau est davantage en train d'être cédé. Est-ce qu'il va utiliser même son téléphone? Et parce que juste là, il n'y a pas eu de contact entre lui, un témoignage d'un contact entre lui et une personne externe. Personne ne l'a fait. S'il y a des
échanges, s'il y a des contacts, c'est que pour l'instant, tout est dans ce sillage donc de secret. Ouais. Et à mon avis, si ça bouge à ce niveau, ça veut dire qu'on est en train donc d'atténuer un peu la situation et que la transition est en train de prendre une autre allure, puisque les uns et les autres ont quand même sollicité que si il était question de garder le président, il faudrait expliquer pourquoi on le garde. Ouais. Peut-être au début, on pouvait comprendre que c'est pour des mesures de sécurité, pour sa propre sécurité, mais aussi pour la sécurité du pays. On peut le comprendre. Mais à partir du moment que la calmie s'impose, en plus le contrôle quand même est dans le contrôle avec le contrôle du pays est vraiment sous contrôle, comme on le dit souvent d'ailleurs. À mon avis, je ne vois pas les raisons ne soit de continuer à le garder. La situation de mais le contrôle ne soit pas sous la situation. Ce qui est sûr, je sais qu'il n'aura pas une marge de manœuvre assez large. Forcément, il sera sous contrôle. Il aura quand même un regard sur lui. Et en quelque sorte, vu son âge, et à mon avis, il y a toutes ces questions de santé qui peuvent aussi intervenir. Et surtout, le contexte, il ne faudrait pas l'occulter. Nous sommes dans une période exceptionnelle. Donc, on ne peut pas vivre comme si c'était franchement une élection libre et transparente et un président élu. Donc, il faudrait toujours être prudent, quel que soit, en tout cas, cette volonté du CNRD de mieux faire. Il faudrait forcément s'attendre, en tout cas, à parfois quelques durcissements des choses. Maintenant, l'autre question, est-ce que ça peut-être calmer le parti? Parce que j'apprends que même, j'ai vu ça chez nos confrères, je ne sais pas si c'est révélateur, que même ça dansait ce matin au siège de RPG parce qu'ils étaient un tout petit peu contents d'apprendre cette nouvelle, même si elle n'est pas encore confirmée. Est-ce que ça peut atténuer les choses, cette réclamation qu'on a entendue depuis quelques jours, libérer notre champion, libérer notre champion? Mais moi, j'ai quand même, sur les réseaux sociaux, j'ai suivi quelques soutiens du président qui saluent quand même cette démarche des nouvelles autorités, qui se réjouissent qu'il puisse au moins sortir du carcan où il était, puisqu'il faut le rappeler depuis, sa suite, il a été gardé dans un silence total, en plus dans un secret total. Et désormais, si au moins on l'amène vers la cité ministérielle, on se dit que c'est quand même un cadre plus apte. Tout cela peut quand même atténuer aussi la déception, le désenchantement donc de ces partisans qui ont été choqués par rapport à cette arrestation. Mais au-delà, il faut surtout dire que quand on se fie quand même aux messages qui sont véhiculés avec certains soutiens, qui sont d'ailleurs très actifs depuis qu'il est arrêté et qui commencent à assouplir un peu leur discours, ça évoque, c'est un signal aussi, c'est un signe qui détermine que cette décision est saluée au niveau de sa formation politique et même si, entre autres, il aussi reste un peu sous l'angle de savoir quelles seront les manœuvres, les marges de manœuvre que le président pourrait avoir, est-ce qu'ils peuvent avoir d'ailleurs des visites, entre autres. Donc, eux-mêmes, ils sont dans l'optique d'observer la suite. Mais déjà l'annonce a eu un effet appréciable de leur côté. Et surtout, je l'ai dit, l'arrivée très prochaine de Madame Yenekaba, c'est vraiment une bonne chose parce que je pense que c'est simplement ton mari ou ta femme qui peut mieux s'occuper de toi. Donc le fait que celle-ci, en tout cas, soit là, je pense que ça serait une bonne chose. Ce n'est que mon avis. En principe, ça devrait l'être parce qu'on a besoin de se faire entourer par sa famille quand on est dans cette situation. Ça devrait l'être. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes au niveau de la famille? Bon, parce que est-ce que ceux qui sont aussi ceux qui pourraient être avec lui auront la possibilité de faire le mouvement? Si madame est là, est-ce que madame serait à mesure de faire ces mouvements? Ou bien elle va être soumise à un contrôle, elle aussi. Si c'est le cas, je me dis que ça va renforcer plutôt le nombre de personnes sous contrôle. Non, mais il faut oublier peut-être que j'ajoute ce petit passage, Aliou, vous savez aujourd'hui qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que Alpha Condé est une patate chaude dans les mains du CNRD. Si Doumbouya lui-même a dit que la justice sera la boussole, donc il ne peut pas continuer à garder tout un mythe ou un flou jusqu'à ce qu'on abuse justement et surtout sa santé fragile. Imaginez, je ne souhaite pas que quelque chose arrive au chef d'État dans les mains du CNRD. Donc, je pense que ça va être compliqué. Donc le fait qu'il soit libéré, qu'il soit transféré peut-être à l'Andrea, ça serait aussi une bonne chose même pour le CNRD et surtout si la justice elle-même se saisit du dossier et qu'il soit dans les mains de la justice. Oui, au-delà de tout
poste-là, il peut être soumis, comme je l'ai dit, au-delà qu'il soit entre les 4 murs, il peut être soumis à des restrictions, à résidence surveillée, mais arrivé à un moment, on ne peut pas l'empêcher de se mouvoir, peut-être de recevoir des visites. Ça va être très compliqué pour le CNRD, gérer la transition, gérer également le cas Alpha Condé. Vous avez le CNRD également qui, aujourd'hui, n'est pas quand même en odeur de sainteté avec la CEDEAO. Donc, toute cette pression vont aujourd'hui pousser le CNRD à lâcher un peu prise, mais à ne pas perdre de vue également que l'ancien président également, il faut craindre qu'il soit à l'air libre, avec ses téléphones, avec tous ces accessoires. En tout cas, les manches de manœuvre, on attend de voir beaucoup plus clair. On en parle dans la deuxième partie de cette émission Foot avec Monsieur Foot dans ce studio. Retour dans ce studio, merci de votre fidélité. Nous sommes toujours dans Talk Politique et dans À la Une. Et avant de continuer les débats, nous allons lire ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous avons une réaction de Diallo Alpha Hamidou qui nous écrit « Bonsoir les talkers, notre pays est tellement malade qu'un étranger risque d'avoir plusieurs crises cardiaques s'il n'est pas averti de ce qu'il entend à propos de sa gestion passée de notre pays. Les révélations de M. Akoumba ce matin m'ont vraiment étonné en voyant l'ingénierie du vol organisé par des cadres hors sol et mépris de patriotisme. Dieu est grand. J'espère que les choses vont s'arranger avec le temps. Bonne soirée à vous. Merci infiniment, Monsieur Diallo. Tcherno Bamonenemo nous écrit bonsoir Monsieur Bangoura et à l'équipe de Talk. Bientôt, Alpha Condé et Seydou Dalen Diallo vont tranquillement dîner ensemble. Sérieusement, je pense que Alpha Condé n'est plus à mesure de déstabiliser le pays. Ses téléphones et ses comptes bancaires seront surveillés de près. Et je pense que même ces hypothétiques soutiens savent que les jeux sont faits, qu'ils prennent au moins le temps d'écrire ses mémoires et de se repentir au domicile conjugal. Merci à vous. Tchernoba Monenemo Bari Abdoulaye Fugumba également nous écrit bonsoir Talk Politique. La junte militaire a été intelligente et stratège. Le déplacement de l'ancien président pourra positivement changer le regard de la communauté internationale sur son autorité et il est temps que l'ancien président aussi accepte son sort. Merci à vous. Bolokada Tourama nous écrit bonsoir mes talkers. Nous remercions le Seigneur pour la libération de notre champion, le professeur Alpha Condé. Les choses sérieuses commencent maintenant. Nous sommes très heureux pour sa libération. Nous allons nous battre pour la reconquête de notre pouvoir dans les élections à venir. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel Volcom. Merci à vous, chers internautes. Nous allons rapidement parler sport avant de parler détournement également à la mairie de Matam. Eh bien, je le disais tantôt, une transition à la FEGIFOOT. La FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation au sein de la Fédération guinéenne de football qui traverse, il faut le rappeler, une crise institutionnelle depuis plusieurs mois maintenant. Quel sera le rôle du CONOR? C'est la toute première question que je vais poser à vous, monsieur Idrissa Sompari. Oui, effectivement, décidément, la transition est en mode en Guinée, puisque c'est le sport donc, qui va également connaître cette transition. Ce n'est pas une surprise parce que beaucoup attendaient ce passage obligatoire, puisque vous savez que depuis quelques mois, en principe, on devrait être avec une nouvelle équipe dirigeante de l'instance de football guinéen. Malheureusement, suite à un certain nombre donc, de problèmes, d'incompréhension et d'interprétation des textes, et toute cette procédure qui a pris un coup, et finalement, ça a tergiversé, il y a eu assez de rebondissements, et c'est ce qui a donc amené au renvoi donc, des différentes parties, surtout le congrès électif n'a pas pu se tenir à date indiquée, et vu que cela suscitait pas mal donc, de rebondissements, de changements, de situations, et finalement, il y a eu une période d'observation, et c'est cette période qui a donc conduit Antonio Soiré à continuer à gérer l'équipe sortante en quelque sorte a continué à gérer donc les destinées du football guinéen.
africain. Et finalement, puisqu'il faut d'un moment à un autre passer quand même à une élection. Une élection, avoir une nouvelle équipe, parce que le mandat était déjà à terme. Donc, il fallait donc décider. Et la FIFA, c'est vrai que pour ceux qui pratiquent, ceux qui sont proches donc, du milieu sportif, savent que c'était le passage obligé. Et la question, c'était de savoir à quel moment ils allaient prendre cette décision. Et finalement, depuis hier nuit, cette correspondance a été reçue par la Fédération guinéenne de football. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse qui confirme effectivement que la correspondance a été reçue. Donc, ça veut dire à l'instant T, il n'y a plus de responsable à la FEGIFOOT. Non, jusqu'à la mise en place du CONOR. Effectivement, l'annonce a été faite pour l'instant et les membres qui vont constituer donc, ce CONOR ne sont pas désignés pour l'instant. Et en attendant, c'est le secrétaire général donc, de la Fédération guinéenne de football qui va s'occuper des affaires courantes en quelque sorte. Et quand les membres de cette commission seront mis en place, seront désignés, c'est eux qui prendront le relais pour, il faut surtout dire, s'occuper des affaires courantes. Ils vont également s'intéresser à la question, notamment en collaboration avec la FIFA et la CAF, des questions sur le texte, donc de la fédération. Est-ce qu'il faut amender? Donc c'est une nouvelle en quelque sorte constitution ou bien il faut... Non mais la constitution sera là. Il sera question de savoir est-ce qu'il faut amender un certain nombre de points. Si la constitution c'est au sein de la FEGIFOOT pour les auditeurs, pour ne pas qu'ils pensent que je parle de la constitution guinéenne, je parle des textes de loi. Les textes de loi de la Fédération guinéenne, justement. Donc, et finalement, le comité donc, de normalisation va décider, en collaboration avec la FIFA, s'il est question d'amender sur un certain nombre donc, de points, parce qu'il y a des vides juridiques qui ont été constatés pendant d'ailleurs cette période de crise institutionnelle. Il y a eu pas mal d'interprétations. Ils peuvent amender et pourquoi pas travailler en profondeur sur ces textes qui ont été à la base de pas mal de discordes au sein de cette fédération. Et puis au-delà de tout ça, ils vont s'occuper des affaires courantes parce que les sélections guinéennes participent déjà aux compétitions africaines, bientôt la CAN. Et c'est eux qui vont donc piloter. Il faut le rappeler, cette aventure de la Guinée pour la CAN. Ils ont quand même un mandat de 6 mois, renouvelable, parce qu'on l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire, ça a été le cas. Est-ce que du côté de la Guinée, si... Donc le CONOR, ça c'est connu, c'est le standard, il est là, c'est 6 mois et renouvelable. Effectivement. Et pendant cette période, le CONOR va gérer les affaires courantes et puis surtout travailler sur les textes. C'est ça en quelque sorte le rôle. Effectivement. La FIFA d'ailleurs dans sa correspondance a quand même signalé toute la mission donc, qui revient à cette commission. Il s'agit de gérer les affaires courantes de la fédération, de déterminer en collaboration avec l'administration de la FIFA et s'il y a des dispositions spécifiques des statuts ou du code électoral de la Fédération guinéenne de football qui doivent être amendés en vue donc de la procédure électorale prochaine. Ils vont aussi s'assurer que les nouveaux membres de la commission électorale et de recours électoral, en tout cas le cas échéant, des organes juridictionnels soient nommés par le congrès de la fédération. Et une fois donc que des nouveaux membres qui ont été d'ailleurs cités seront nommés, ils vont s'assurer que l'élection du congrès électif de la Fédération guinéenne de football puisse être menée. Et ça sera d'ailleurs la dernière étape de leur mission, conformément au statut règlement. Et puis voilà, il faut surtout dire que la FIFA et la CAF vont décider d'un moment à l'autre sûrement de nommer les membres qui seront désignés. Ils sont désignés, ça ne sera pas, c'est pas un vote. Ils vont être désignés parce qui désigne ces membres? C'est la FIFA et la CAF qui vont désigner ces membres. Ah oui, ces membres sont déjà connus en principe. Qui sont ces membres? Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus. Donc forcément, ils vont étudier les profils qui vont être proposés, les profils qui vont manifester leur intérêt parce qu'il y en a qui ont déjà sollicité mener cette démarche et ils vont naturellement travailler sur cette question et en plus tous ceux qui vont appartenir à cette commission de normalisation ne seront pas membres. Pourquoi confier cette désignation à ces institutions qui sont loin de nous, qui ne connaissent pas peut-être les réalités ou ces personnes, la moralité de ces personnes, ou bien elles maîtrisent, ces institutions maîtrisent très bien les choses ici. Ils amènent souvent des personnes, des ressources qui viennent se faire une idée de la situation au pays. Et en plus, ils essayent d'être en contact récurrent avec la fédération. Et quand il y a une situation, quand il y a une crise, forcément, ce n'est plus sur le plan national que ça se résout. On fait des cours à l'instance internationale qui est la FIFA ou la CAF. Ça peut aussi nous aider, ça peut aussi nous éviter peut-être ces guégués, parce que si c'est nous qui désignons, forcément, on va encore assister à un autre. C'est parce qu'on n'arrive pas justement à gérer
interne qui a eu le concours de la FIFA, d'ailleurs, qui a pris un bon temps parce qu'ils étaient à l'observation. Après, quand ils ont vu que la situation n'évoluait pas, finalement, il était question d'envoyer le comité de nomination. Aujourd'hui, depuis hier, c'est quand même la Guinée et le Tchad qui ont été donc soumis à ce comité. Le Tchad aussi, c'est la même chose, qui a finalement aussi son comité de nomination. Tout cela dénote un peu que la FIFA cherche à ce qu'on sorte de cette crise et qu'on puisse avoir un autre comité, en tout cas un bureau exécutif désormais, un nouveau bureau exécutif qui va s'occuper des affaires courantes, qui va donc gérer la Fédération guinéenne de football dans les années à venir. Mais ça va passer forcément par ce comité de nomination qui cherchera donc à renouer la confiance avec les acteurs qui sont concernés, parce que c'est eux qui vont organiser les élections sous le contrôle forcément de la FIFA, et après on verra qui sera le prochain président. Oui, alors justement une question peut-être bête, est-ce que si on travaille sur les textes, on aura mis les compteurs à zéro? Tout ça dépendra du travail qui va être fait au cours donc, de cette période de transition. Est-ce que ça pourrait donner la possibilité à Antonio de se représenter, ou bien on mettra des lois qui vont forcément lui être des obstacles pour ne plus être là? Tout cela dépendra de ce qui va être fait au cours de cette période. Au cours de cette période, il faut préciser, eh bien, ce Connor aura un mandat de 6 mois renouvelable. Et voilà, ce sont ces informations qu'on a à vous livrer dans cette émission. Je ne sais pas, Mbani Sidibé n'est pas mode sport. Eh bien, écoutez, vous quand même vous supportez, vous avez des clubs que vous supportez dans ce pays. Vous avez sans doute Afia ou Orea, pourquoi pas Barça ou Real. Quand même, vous parlez sport. Le fait qu'aujourd'hui on assiste à la mise en place du Connor, c'est en quelque sorte, il faut déplorer l'incompréhension à l'interne dans ce pays. Voilà, aujourd'hui, on est obligé à accepter que ces deux institutions internationales, je parle de la CAF et de la FIFA, eh bien, gérer les choses à notre place. Oui, Aliou, je pense que c'est vrai que je vais pas trop parler de sport parce que c'est pas trop mon domaine. Mais ce que je sais, c'est pas une première. Vous vous souvenez également au temps de Super V, il y a eu de l'incompréhension au sein de la FEGIFOOT, où après on a mis quand même un comité de normalisation pour ce qui a abouti d'ailleurs à l'élection de Antonio Soare. Et quelques années plus tard également, on assiste à ce même problème. C'est un peu ça. Il faut pas perdre de vue aujourd'hui, notre football a vraiment des problèmes. Les gens se marchent dessus. On a l'impression que les uns n'aiment pas les intérêts des autres. On n'a pas envie aujourd'hui que notre football évolue, et ce qui constitue aujourd'hui un grand malaise pour nous, et on est dans l'éternel dans un. Je pense qu'il faut cette fois-ci en tout cas mettre fin à tout ça, nous éviter en tout cas prochainement qu'on mette en place encore un Connor comme les mêmes faits reproduisent les mêmes effets. Il faut peut-être une petite dose de patriotisme et qu'on mette en avant l'intérêt du pays, qu'on se départisse des intérêts individuels, des querelles intestines qui quand même on espère que ça sera le tout dernier Connor qui va être mis en place en Guinée. Comme on le dit souvent, ça sera peut-être le dernier coup d'État en Guinée. C'est la même chose en Guinée, tout est en transition. Alors, on va changer de sujet, fidèles auditeurs, parler encore de cette affaire dite détournement de plus d'1 milliard de francs guinéens à la mairie de Matama. Je le disais à l'entame, une réunion a réuni, a mobilisé les conseillers puis certaines personnes concernées par ce dossier aujourd'hui à la mairie pour discuter sur comment ce montant a été utilisé. On cherche à savoir est-ce une fumée blanche s'est dégagée à cette rencontre. On va écouter notre premier invité. Il s'agit de monsieur Youssouf Kamara. Il est conseiller à la mairie de Matam. Bonsoir monsieur Kamara. Bonsoir monsieur. Bienvenue dans cette émission. Avec plaisir. Eh bien, est-ce que vous avez compris d'où est parti cet argent? Une fois encore, je vous remercie de cette opportunité. Je crois que sur la situation du compte rendu d'aujourd'hui, il était prévu dans la mise en application des recommandations du ministre de l'administration du territoire, du remboursement de 1 515 638 francs.
nous avons commencé par le service des impôts qui avait reconnu mobiliser l'argent et utiliser pour l'achat des meubles et matériels de fonctionnement. Sans l'aval de la commune, vous savez, à l'article 454 du Code des collectivités, seul le maire est habilité à ordonner une dépense soit de fonctionnement. Et aux violations de cet article, il a dûment reconnu que l'argent a été utilisé. Ça, c'est les 280 millions au niveau des impôts. Au niveau du service des cadastres, sur les 325 millions, sur les 329 millions, l'actuel directeur du cadastre, M. Bangoura, n'a reconnu que 4 millions. C'est que ces deux prédécesseurs qui étaient là en 2018 et 2019, qui sont décédés, qui, à ma foi, ne les dispensent pas de cette question de justification parce que les documents comptables doivent exister. Mais le problème est qu'en rentrant en fonction, l'exécutif communal n'a pas exigé, il ne nous a pas exigé sur l'état des finances de la commune. C'est qu'il n'y a pas eu un document comptable sur ce qui a été laissé dans la commune, quels sont les services de contribution. Donc la responsabilité de l'exécutif communal est imputable à cela, parce qu'avant de rentrer en fonction, il faut chercher à faire l'état des lieux. Donc le fait qu'aujourd'hui les deux directeurs de cadastre précédents sont décédés et que la commune, à travers ses services de recettes et de comptabilité, ne sont pas en mesure de justifier, puisqu'au vu de la loi, le seul ordonnateur des sorties et rentrées d'argent à la commune, c'est le maire. C'est au maire de justifier ces 325 millions. Parce que, pourquoi je le dis, lors de nos premières séances, et à mon initiative personnelle, puisque j'ai travaillé à l'Assemblée, j'avais proposé 2 projets de loi qui ont été validés. Le premier projet de loi, c'était de faire valider la situation des dépenses et des sorties de caisse à l'exécutif communal, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Parce que chaque semaine, il y a une réunion qui se tient tous les mardis entre les différents exécutifs communaux. Il était question à leur niveau de s'accorder sur les dépenses en conformité avec les lignes de crédit. Parce que les dépenses se font en fonction de la nomenclature budgétaire. Donc, toutes dépenses en dehors des lignes de crédit ne peuvent être engagées. Et donc, par rapport à cette situation, ça n'a pas été appliqué. Parce que si on le faisait, au moins au nom de la collégialité, d'autres trouveront des remarques pertinentes sur toute sortie de fonds et sa conformité avec la nomenclature budgétaire. Deuxième proposition, j'étais en ma qualité de rapport de la commission de finances, on a proposé à ce que les services de recettes, puisqu'ils déposent les recettes contre les quittances de la receveuse communale, que la commission éco-finance, qu'on les remonte de façon mensuelle, les situations des finances pour que nous soyons éclairés chaque mois quel est le niveau de recouvrement et quelle est la performance de tel ou de tel agent de recouvrement. Ça a été voté, mais le maire a refusé de mettre en application parce que les gens sont allés leur dire que nous sommes des conseillers, nous ne sommes pas des inspecteurs, donc on doit foutre le camp. Le maire est libre la receveuse n'est pas sous contrainte d'appliquer cette loi, alors que le procès verbal en fait foi. D'accord. C'est pourquoi on compte porter. Troisièmement, depuis le lundi passé, on a été convoqué. Ce qu'on reproche à l'administration des marchés, les droits de marché et de place, ce qu'on doit vous rappeler que les marchés sont les recettes propres de la commune. On le partage avec personne. Vous savez, les taxes fiscales, il y a un truc de pourcentage qui se fait en termes de rétrocession. Mais nous avons convoqué ces responsables de marché. Ils sont venus braves à l'an. Depuis le lundi, Matam est sous select. Le mercredi passé, ils étaient là, en réunion technique. Le jeudi, ils ont refusé de répondre à l'appel. Aujourd'hui, lundi, une semaine après l'éclatement du truc, ils sont venus aussi, aujourd'hui, les mêmes vides, même un papier là, ils n'en avaient pas sous leurs mains. Pour justifier les 904 millions. Comment ils ont justifié ça alors? Ils n'ont aucun Ils n'ont pas justifié
de façon encore cavalière, le président de séance, M. Silla, 80 vice-maire, affirme encore, bon, ce qu'on va faire, il faut que les administrateurs aillent faire la situation et revenir demain matin, on va mettre une commission. On a l'impression qu'on est en train de tourner une pièce de théâtre. Alors que les recommandations du ministre sont claires. Je veux qu'on me dépose sur ma table le mercredi soir les 1,5 milliard en liquidité. On a dépassé la phase de justification parce que quel est le alors la personne qui dit avoir acheté des meubles, comment est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on demande l'argent. Est-ce qu'elle a pu justifier? Est-ce qu'elle a pu justifier réellement l'achat de ces meubles? Non, le débat n'est pas à ce niveau. Parce que la loi ne l'autorise pas, ceux qui l'utilisent lui-même parce que c'est un service de recette. Et ce qui prévoit à sa place, j'aurais fait une plainte contre la personne si j'étais le maire pour qu'il puisse justifier cela. Est-ce que vous comprenez? Les meubles là, c'était pourquoi? Les meubles là, c'était pourquoi? C'était pour... C'est pour le fonctionnement du service cadastre. Ok. Bien. Donc, à ce jour, s'il faut, c'est qu'on peut retenir, il n'y a aucune explication claire autour en tout cas, de la disparition de ces 1,5 milliard. Le premier justif, pour le moment, les impôts ont reconnu. Mais le service cadastre, dans l'exercice 2018-2019, puisque la commune n'avait pas fait l'état des lieux sur l'avancement des questions de finances concernant le dit service, la responsabilité est imputable à l'exécutif communal, en premier le maire, parce que c'est lui qui est ordonnateur du budget communal. Deuxième position, les recettes de marché sont nos recettes propres. C'est au maire de nommer et de révoquer ses administrateurs de marché. En amont, il n'y avait aucun mécanisme de contrôle et de vérification sur l'état d'avancement des recouvrements et des dépôts au niveau de la commune. Raison pour laquelle ce manquement est tellement grave que nous avons entendu plus de 3 ans pour que 900 millions soient détectés à ce niveau. Donc le fonctionnement, la gestion, ce n'est pas un fruit du hasard. Pour gérer, il faut des mécanismes de contrôle. Si vous ne mettez pas des mécanismes de contrôle, parce que ce qu'on ne vous a pas dit dans la question de gestion des administrations de marché, au marché Avaria, en début 2020, il y a eu un administrateur nommé de M. Salif Oussila qui est ami au maire, qui est voisin au maire, qui se promène, qui se pavane, qui a détourné 6 mois de recettes au niveau du marché Avaria. C'est pas possible. Donc, ça n'a pas, c'est-à-dire, ça ne fait ni chaud ni froid, mais on a l'impression que l'argent des contribuables de Matam, c'est un bien privé du maire. Il peut mettre Paul, il détourne, rien n'a tiré, ainsi de suite. Alors, quelle est la suite, monsieur Youssouf? Oui, quelle est la... En 2019, rapidement. Il y a un autre administrateur du nom de M. Savané aussi qui avait disparu avec une quarantaine de millions. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les conséquences du laxisme de l'exécutif communal vis-à-vis des services de recette. Et moi, étant maire, tu détournes l'argent du contribuable. Même si tu es mon fils, je t'envoie devant la loi. Alors, quelle est la suite, rapidement, en 10 secondes? La suite, face à cela, une commission a été mise en place pour colmater les brèches, pour faire du rafistolage. Moi, Youssouf Kamara, silence tenante, puisque je n'ai pas été associé à l'arrivée de l'inspecteur, puisque je n'ai pas été associé à la réponse du rapport provisoire qui a émané de cette inspection, pour obtenir aussi le rapport final, il a fallu que le ministre convoque le conseil. Vous savez, le rapport d'inspection, c'est le résultat d'évaluation d'une gestion. Rapidement, on est pris par le temps, monsieur Youssouf. Il est évalué à l'école. S'il a les bonnes notes, il est pressé, il est prêt même à prendre l'avion pour venir montrer ça à son père et à sa mère, pour dire que non, vraiment, papa, j'ai été 2e ou 3e. Mais si vous cachez le rapport par derrière vous pour masquer la situation, pour qu'on ne le cherche pas, on ne va pas gérer les conséquences. D'accord. Donc en définitive, moi j'ai été clair, je ne serai solidaire de tout colmatage, de tout rafistolage. Merci. Pour masquer les comptes, je dirais devant le ministre que tout ce qui a été peint en blanc, c'est du faux. Merci. C'est ça la vérité. Merci beaucoup à vous, Youssouf Kamara. Il est conseiller à la mairie de Matam. On observe une pause et on revient juste après.
Merci de votre fidélité à FIM FM. Nous poursuivons toujours cette émission. Et bien, avant d'aller avec notre invité, nous avons des réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Idrissa Diallo nous écrit bonjour Aliou. De nos jours, le détournement est devenu comme un sport national dans notre pays. Vivement vivement que le colonel prenne à bras le corps le châtiment de tous les bandits à col blanc, détourneurs de biens publics. Sami Camara nous écrit également bonsoir, la radio 2.0 a parlé de détournement au sein d'une collectivité décentralisée est une honte et une insulte à l'intelligence des Guinéens que ces conseillers nous disent où est-ce qu'ils ont planqué cet argent. Lamabank également nous écrit bonsoir les talkers, la Guinée a assez de haut-parleurs qui savent prononcer des gros mots. En réalité, ils sont nullement nuls. Lamabank Diallo, merci infiniment à vous, chers internautes. Nous allons poursuivre à présent Talk Politique. Avant de donner la parole, je ne sais pas si notre invité est disponible. Nous allons donner la parole à vous. Mbani Sidibé, vous étiez à cette rencontre aujourd'hui. Quelle était l'atmosphère à la mairie de Matam? À vrai dire, Aliou, j'étais à la mairie de Matam, effectivement. J'y ai passé plus de 4 heures. Il faut rappeler que c'était la deuxième rencontre entre ces conseillers. Jeudi dernier, ils étaient là-bas, il n'y a pas eu d'entente. Aujourd'hui, sur la table de discussion, il y avait 17 points. 3 points seulement ont été énumérés. Et vous avez écouté tout à l'heure Youssouf Kamara, le rapporteur de la commission finance, qui est revenu. Effectivement, j'étais dans la salle, la directrice des impôts de la commune de Matam a été interpellée pour qu'elle puisse justifier les 280 millions. Il faut rappeler que ce montant a été mobilisé. Oui. Ce montant, c'est dans les 1,5 milliard. Ce montant a été mobilisé, mais le montant n'a pas été reversé. En réponse, la dame a dit qu'elle a utilisé ce montant pour acheter des meubles pour son service. Ah oui. Oui, bien sûr. Et ce qui a irrité... Elle n'a même pas expliqué ça avant de se permettre d'acheter. Et ce qui est... Si j'étais aujourd'hui, sans vous mentir, sans risque de me tromper, et si le ministre Mori veut vraiment que ce problème-là finisse, si j'étais le ministre de l'administration du territoire, j'allais à l'instant T, dès cette semaine, mettre une délégation dans la commune de Matam et dégommer tous ses conseillers, à la tête la mairie. Ah oui, à la tête le maire. Tous ces conseillers, comment... Attention, Aliou, attention. Youssouf quand même, ce que j'ai vu aujourd'hui à la mairie de Matam, vous ne pouvez pas croire qu'on parle d'un détournement de 1,5 milliard. Vous êtes dans la salle de réunion de la commune de Matam. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber malade. Comment? Les toilettes. Vous êtes envahi par l'odeur des toilettes. Ah oui. Vous êtes... Donc, on ne parle même pas de la commune, mais même l'édifice, même l'entretien de la mairie, même on n'arrive pas à le faire. À l'intérieur de la mairie, même une couche de peinture, il n'y en a pas. Wow. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, vous avez des vieux plafonds qui sont au-dessus de vous. Vous avez l'impression que ça va tomber tout de suite. Vous avez des vieux fauteuils. Et ce qui m'a irrité également, vous avez le maire, indirectement, toutes les explications quand même qui ont été données, le maire n'a pas été incriminé. Vous avez la directrice qui a reconnu avoir mobilisé 280 millions, mais elle n'a pas déclaré ce montant, elle a utilisé le montant. Vous avez également le service cadastre où 323 millions de francs guinéens ont été mobilisés, mais l'actuel directeur du CARAC qui est là, il n'a reconnu que 4 millions dans l'exercice de 2020. Il a dit tout simplement que lui, il a pris ce montant, il a utilisé comme transport, comme argent de poste. C'est comme si l'argent que les mairies arrivent à mobiliser, c'était un bien privé. Pendant ce temps, les citoyens de Matam sont là. Là où la réunion a pris fin, c'est les justifications autour de la mobilisation de 904 millions, près de 905 millions, et en tout cas mobilisés par les administrateurs de marché. Mais ce qui est ridicule, Aliou,
on vous convoque pour venir justifier l'utilisation d'un montant, des gens viennent bras ballants, aucun papier, c'est ce que Youssou vient de dire. Il n'y a pas de quittance pour dire, bon, j'ai déposé ce montant chez la receveuse ou sur le receveur, voilà le reçu, voilà, c'est comme ça, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, le ministre Mori doit installer une délégation spéciale à la mairie de Matam. C'est votre Sinon, avis. c'est extraordinaire. C'est incroyable ce qui se passe à Matam. Merci. Et c'est comme ça dans toutes les communes. Ouais. Toutes ces 3 communes que j'ai citées la semaine dernière. Bien. Ratoma, Dixine et également... Merci Matam. à vous, Voilà. Mbani, pour votre coup de gueule. On va à présent donner la parole à notre invité. Je le disais, à l'entame, une Guinéenne est détenue en ce moment en prison en Turquie. Eh bien, pourquoi? On va avoir toutes ces explications avec notre invité. Il est au bout du fil. Il s'agit de Dr Sikouba Kondé. Bonsoir à M. Kondé. Oui. Oh oui, bonsoir mon chef. Comment vous allez? Je vais très bien. Bienvenue. Vous nous apprenez qu'une de nos compatriotes est détenue en prison en Turquie. Oui, une de nos compatriotes est détenue bel et bien dans un commissariat de la Turquie à cause de fausses accusations. C'est une fille qui a fait la connaissance d'un Turc en Guinée. Donc, quand elle a fait la connaissance d'un Turc en Guinée, que le Turc là, ils ont un groupe qu'on appelle Fatih Group en Guinée là-bas et qui font venir beaucoup de filles, de très belles jeunes filles âgées de 20 ans à 24 ans ici en Turquie. D'accord. Elle les propose, viens, je vais vous aider pour pouvoir avoir le boulot, tu vas travailler, et je vais te marier, tout ça là. Comme ils ont la facilité d'avoir les visas, donc ils les amènent ici. Et quand ils les amènent, ils les déposent dans les maisons closes. C'est quand il a besoin d'elles, elle vient. Parfois, ils les prennent et les envoient dans des maisons domestiques pour pouvoir les utiliser. Et quand, du coup, ça ne va pas, et que la fille tente maintenant de fuir, c'est là maintenant il s'en va déclarer à la police que telle fille m'a volé telle somme. Et du coup, sans vérification, sans preuve, et la police automatiquement arrête l'intéressé. C'est le cas de la fille. Elle a fait connaissance de ce monsieur en Guinée. Le monsieur lui a proposé de la marier quand ils vont venir ici en Turquie. Et quand ils sont venus en Turquie, le monsieur a pris la fille, l'a envoyée dans un village, dans sa famille, où la fille était à la corvée. C'est elle qui balayait, qui lavait, qui faisait tout le ménage. Et on avait retiré tous ces documents avec elle. Elle ne pouvait pas sortir sans le consentement de monsieur. D'accord. Donc un jour, la fille, tellement qu'elle avait le ras de bol, elle a pris la fuite pour venir. Le monsieur a tout fait pour la rencontrer parce qu'elle n'avait pas de contact de ses compatriotes guinéens ici, vivant en Turquie. Maintenant, le monsieur, quand il a rencontré la fille, il a retiré le téléphone qu'il avait acheté à la fille. Donc la fille n'avait plus de contact. Et c'est ainsi, elle a été hébergée par une femme camerounaise chez elle. Donc c'est là préparé maintenant, c'est elle qui livrait tout ça là. Par miracle, je ne sais pas comment le monsieur a pu avoir l'adresse où se trouvait la fille. Et il est venu à 2 reprises, il disait qu'il allait se suicider. La fille avait eu peur, la camerounaise qui avait hébergé la fille guinéenne. Elle a appelé la police est venue en lui disant « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici ?» Du coup, le monsieur a quitté et en l'interdisant de ne plus venir là-bas. C'est ainsi, avant-hier, il se rend à la police en déclarant que la fille lui a volé une somme de $1,600. Et automatiquement, la police est allée prendre la fille et l'envoyer au commissariat. Maintenant, il n'y a pas d'interprète. La fille ne comprend pas la langue. Ils ont essayé de monter un dossier et faire signer à la fille sans interprète. Et le dossier qui a été monté ni en français, au moins la fille sait lire et écrire. Ils l'ont fait signer. Et moi, du coup, quand la fille camerounaise m'a contacté, j'ai contacté ma coordinatrice, qui est turque aussi, mais je travaille avec elle. Elle s'appelle Haché Lesanjaner. Donc, elle, automatiquement, a dit d'accord. Elle est partie le lundi matin à la police.
le samedi matin, rectificatif le samedi matin à la police pour pouvoir faire l'interprétation. Mais du coup, la police n'a pas accepté. Ils ont dit que nous avons fini de prendre son PV. La dame les a demandé dans quelle langue vous avez collaboré avec elle. Il dit non, nous avons pris un autre interprète. Mais comment vous pouvez avoir un autre interprète si vous avez d'autres situations? C'est moi qui vous appelez pour venir faire l'interprète. Ouais. Mais dans quelle langue vous avez pu faire? Ils ont dit non, nous on a déjà fini. Et on va la prendre et puis on va l'envoyer dans un centre de refoulement. Donc c'est ainsi, la coordinatrice a dit d'accord, nous allons appeler notre avocate qui est Yasmine. Quand vous allez l'envoyer au centre de refoulement, nous allons essayer d'envoyer notre avocate pour pouvoir la faire sortir. Ouais. Donc jusque-là, c'est à ce niveau que nous sommes. D'accord. Mais elle est toujours détenue. Elle n'est pas la seule. Oui, elle est toujours détenue. Et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de Guinéens qui sont mariés à la mosquée en Guinée là-bas, en faisant croire aux parents qui viendront, qui vont prendre soin des enfants. Après un enfant, on les jette au dehors comme ça. On a ces situations ici. Elles sont plus de 5 personnes. C'est pas croyable. Bien, alors... Il y a plus de 5 personnes ici. Voilà, et vous dites que c'est un groupe, hein? Est-ce que c'est prouvé? Oui. Est-ce que vous avez eu des informations que ce groupe existe réellement en Guinée? À travers la copine de la fille, parce que sa copine est en Guinée. À travers une des copines de la fille qui nous a signalé avant-hier en disant qu'ils ont un groupe en Guinée là-bas, soi-disant une entreprise, mais c'est Fatih Group. Ça fait ce groupe. C'est Fatih Group. Oui. C'est ça qu'ils ont dit. D'accord. Donc c'est elle qui nous a filé ce nom-là. D'accord. Bien. Maintenant, la fille, elle n'est pas libre, elle est à la gendarmerie, mais on va l'amener. Elle doit être renvoyée en Guinée, c'est ça? Ok. Si elle veut être renvoyée en Guinée, je sais que la Turquie ne va jamais payer le billet de quelqu'un pour l'envoyer en Guinée. Certainement, ce sont ses parents qui vont payer le billet, ou bien elle-même qui va payer le billet si elle veut rentrer. Mais si elle ne veut pas rentrer, ils vont la traîner dans un centre de refoulement jusqu'à voir 1 mois, 2 mois, voire 5 mois. Après, on va la libérer en leur donnant un document qui atteste qu'on te donne 10 jours pour quitter le sol turc. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, elle est prenable. Elle devient comme une cible, quoi. Ouais. Voilà, monsieur Condé, aujourd'hui, quelles sont les démarches que vous menez pour, en tout cas, apporter un soutien à cette femme? Ok, notre démarche, nous sommes en train, parce que la police ne collabore pas. Ils refusent, qu'est-ce qu'il soit turc et quoi. Est-ce que vous êtes rendu à l'ambassade de la Guinée en Turquie pour associer cette représentation à cette affaire? Ou bien l'ambassade... La femme camerounaise avait appelé l'ambassade. Et l'ambassade avait voulu parler avec la police, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont refusé. Le consul voulait parler avec eux, ils n'ont pas accepté. D'accord. Ils n'ont pas accepté, c'est du coup, ils m'ont contacté et nous sommes en position d'attente. Dès lors, quand on va transférer la fille dans un centre de refoulement, généralement il y a un centre ici qu'on appelle un centre de refoulement pour les femmes, on les envoie là-bas. Donc quand ils vont l'envoyer, on va prendre le rendez-vous avec l'avocate pour aller là-bas et voir, ouvrir un dossier. D'accord. Alors le message qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, il y a des filles guinéennes qui sont victimes d'une telle pratique. Pour l'instant, même si elle n'est pas encore vérifiée, mais c'est le message qu'il faut. C'est bien vérifié parce que moi, je suis sur le terrain ici. C'est bel et bien vérifié. Je suis sur le terrain et comme preuve aussi, je peux vous donner le numéro de ma coordinatrice. Elle est turque, elle parle français, elle parle anglais, elle parle italien. Elle peut témoigner à maintes reprises parce que c'est elle que j'envoie devant. Voilà. Alors, toutes les stratégies que je vais adopter, c'est elle que j'envoie et c'est elle qui se présente. Et puis maintenant, s'il y a quelque chose à discuter, je la montre les stratégies qu'il faut adopter pour pouvoir débloquer la situation. Allez-y, sont parlés. Monsieur Condé, est-ce que vous avez quand même pris contact avec les autorités guinéennes, notamment le CNRD, pour essayer donc de pousser cette situation? C'est seulement avec l'ambassade et le consul que je suis en contact pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Bien. Alors un message à l'endroit des autorités guinéennes ici à Conakry, rapidement. Ok. Maintenant, le message que je dois envoyer, si
Si les parents trouvent que leur fille a été proposée en mariage par, que ce soit par un expatrié, ils n'ont qu'à mettre toutes les choses en place. En faisant quoi? Pas seulement de se contenter du mariage de la mosquée, mais du mariage civil, et que le mariage soit reconnu. Parce que ici, il y a des Turcs qui sont mariés ici, légalement, et ils font des mariages au niveau de la mosquée, et quand ils viennent ici, cette femme n'est pas déclarée. Ouais. Et si elle n'est pas déclarée, du coup, elle se retrouve dans une situation illégale. Et même si elle a des situations, elle ne peut pas porter plainte, parce que quand elle se présente, on va la demander d'abord où est ta résidence. Ouais. Si elle n'en a pas directement, on la met en cachot. Bien. On va la mettre en prison. Ouais. Donc c'est ce message-là que j'ai à passer aux parents. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oh, voilà, Monsieur Condé, je ne sais pas, est-ce qu'on a une toute dernière question qu'on va poser rapidement à Monsieur Condé? Oui. Je ne sais pas, attendant, je vais voir comment passe. Eh bien, voilà, du réseau qui existe en Guinée, quel est le réseau? Vous dites que c'est Fatigue Group, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Qui se trouve dans la situation qui est en Guinée là-bas, qui nous a révélé ce mot. D'accord. Il n'y a pas de souci. On va vérifier ça. Merci infiniment à vous, Monsieur Condé. Oui. Merci, au revoir. C'était Dr Condé Sekouba Condé. Il est président de l'association d'entraide et de solidarité aux migrants. Il réside en Turquie. Voilà, cher talker, on n'a pas assez de temps parce qu'on a donné la parole à nos auditeurs également. Vous voyez que des Guinéens continuent d'être victimes de telles pratiques. Je le dis encore, on n'a pas vérifié cela. On n'a pas une information claire. Est-ce un tel groupe existe en Guinée, mais je sais tout de même qu'on a pris ici des trafiquants qui envoyaient nos sœurs au Koweït. Donc j'ai comme l'impression que c'est la même pratique qui continue avec la Turquie, si cela s'avère. Je confirme, ça existe, parce que au Koweït, dont vous venez de parler tout à l'heure, c'est encore pire. Si vous avez écouté tout à l'heure, Monsieur Condé, je pense que les parents sont aujourd'hui mis devant leurs faits. Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous mariez avec quelqu'un, vous ne connaissez pas les conditions dans lesquelles ce monsieur se trouve à l'étranger. Vous savez aujourd'hui le degré d'ambition de certaines filles. Également, il y a cette vie ostentatoire qu'elles veulent mener. Donc, et vous voyez le comportement des étrangers une fois qu'ils sont des expatriés, quand ils sont à Conakry ici, la vie que ces gens-là mènent. C'est un peu cela qui attire nos jeunes filles, sans savoir comment cette personne, effectivement, comme l'a dit notre invité tout à l'heure, une personne par exemple âgée ne peut pas venir vous voir, je veux t'épouser ici, sans que vous ne vous posiez la question, est-ce que la personne n'a pas une femme de l'autre côté de la rive, dont quelle vie cette personne mène? Effectivement. Voilà. Et l'autre chose, il a rappelé tout à l'heure, quelqu'un ne peut pas vous épouser ici pour dire dans la mosquée, et vous oubliez qu'à l'étranger, quand il vous envoie, la seule garantie pour un mariage, c'est la seule preuve, c'est le document. C'est le document. Donc ça veut dire aujourd'hui que nos filles, certaines bien sûr, doivent se ressaisir et comprendre réellement que y a un risque en s'aventurant dans une telle aventure. La vie ne fait pas le moine. Voilà. Eh bien, un mot rapidement. C'est décevant, hein, il faut quand même le rappeler, parce que c'est une pratique qui revient régulièrement en ce qui concerne les filles. Et ce n'est pas qu'en Turquie, même dans les pays comme l'Égypte aujourd'hui, ça prend une bonne direction pour des filles qui se retrouvent dans des familles et qui jouent le rôle donc, de domestique. Ça expose et il faut donc qu'on déconseille quand même à nos filles qui se déplacent dans l'inconnu de ne pas prendre ce risque. Bien, franchement, il faut en tout cas sensibiliser nos sœurs, mais également inviter en tout cas ces représentations. Je parle des ambassades quand il y a des problèmes pareils, mais que ces ambassades bougent. Vous imaginez, c'est un citoyen, quelqu'un qui se débrouille dans une association, qui se lève, qui se bat pour sa compatriote. Je pense que à lui seul ne peut pas avoir la force. Il faudrait quand même que l'ambassade soit derrière en quelque sorte. Je pense que les autorités ici à Conakry, si elle nous écoute, il faudrait qu'elle pense à cela également, interpeller les différentes ambassades à l'extérieur. Voilà comment on se quitte. Malheureusement, on n'aura pas la parole à nos auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.